Merci à toutes et à tous d'être là, si nombreux aujourd'hui. Je voulais bien sûr remercier Olivier Gabet qui a eu la gentillesse d'accepter d'ouvrir ces 2 journées d'études et d'en accepter d'être le passeur un peu ce matin. Je voulais remercier infiniment les différents intervenants qui nous ont fait l'amitié d'accepter de participer à ces 2 journées. Nous avons mis en place ces journées d'études il y a 3 ans maintenant, autour de la Chine d'abord. J'ai eu envie de faire en sorte que le Japon soit au centre de nos préoccupations cette année, en prévision de ce que nous allons faire dans 2 ans, comme vous l'a annoncé Olivier Gabet tout à l'heure. Mais puisqu'il est arrivé, je lui relaisse la parole. Alors, pour poursuivre les différents sujets d'exposition et de monstration de l'art japonais, notamment à Paris, dans la seconde moitié du XIXe siècle, à tout seigneur, tout honneur, nous avons pensé qu'il serait bon de donner la parole à Béatrice Quette sur un sujet qui avive ma curiosité, parce que je pense que c'est un sujet aussi très important dans l'histoire de l'institution, qui est la question de la politique d'exposition de l'art japonais au sein de l'Union centrale, et de 1865 à 1914. Finalement, il y a une sorte de ruptus après la Première Guerre mondiale, où on voit tout d'un coup que le sujet, non seulement les œuvres regagnent petit à petit les réserves, mais le sujet aussi s'amenuise peu à peu comme un intérêt institutionnel. Et rappeler de Béatrice qu'elle a été commissaire récemment de la Chine aux arts décoratifs en 2014, mais aussi de l'exposition cloisonnée au Barde. Votre catalogue y est toujours en tête de gondole, je tiens à vous le rappeler, et qui a participé au commissariat de l'actuelle exposition L'Esprit du Bauhaus. J'ai eu le plaisir de mener à bien avec une partie de l'équipe du musée des arts décoratifs, justement sur les sources japonaises du Bauhaus. Je vous laisse la parole, chère Béatrice. Merci Olivier. Pour donc finir de clore ces remerciements, je voulais remercier infiniment Sébastien Quéquet qui a très gentiment assuré tout ce relais efficace, et puis avoir un remerciement tout particulier pour et Sébastien et Laura Berchil, si elle est dans la salle, j'espère, sinon on lui transmettra, pour leur dire que sans vous, cette présentation n'aurait pas pu être possible, puisque du fond de mon lit, ils ont gentiment renvoyé les derniers éléments d'iconographie que je vais vous montrer ce matin. Très rapidement, puisque nous avons pris pas mal de retard, je vais donc essayer d'être plus peut-être synthétique que ce que j'avais prévu de le faire. En revanche, je vous redis que nous avons voulu faire en sorte que, pour une fois n'est pas coutume dans une journée d'études ou dans un colloque, faire en sorte que vous puissiez voir des œuvres de près. Nous avons donc, avec la bibliothèque, sorti des œuvres des réserves, ce qui est, je crois, assez inhabituel dans ce type de journée. Vous êtes très nombreux, donc il faudra qu'on s'organise bien demain après-midi. Et je pense que ce que je n'aurais pas eu le temps de vous dire aujourd'hui, on pourra en rediscuter plus longuement demain après-midi. J'espère que vous nous ferez le plaisir d'être encore avec nous à ce moment-là. Alors, ces expositions de l'art japonais via l'Union centrale, soit des arts appliqués à l'industrie, soit de l'Union centrale des arts décoratifs, eh bien, on se rend compte entre 1865 et 1914 qu'elles ne cessent en tout cas de mettre le Japon au centre de leurs préoccupations, de cette toute jeune institution, donc née en 64, comme Olivier Gabet vous l'a rappelé tout à l'heure, installée donc Place Royale. Dès 65, le fameux musée rétrospectif est organisé au Palais de l'Industrie, et je vous montre cette image. Pour vous, malheureusement, nous avons peu d'iconographie, donc j'ai fait avec ce que nous avons pu retrouver dans les archives du musée des arts décoratifs, et nous avons le bonheur d'avoir cette richesse. Vous voyez que le musée est présenté de manière très 19e dans sa présentation, et il n'est pas question là d'organiser forcément par région, par pays, par matériaux, mais plutôt de mettre en avant des collections en les mélangeant tant par leur support que par leurs origines, puisque là vous voyez que à proximité d'œuvres de la Renaissance, vous avez des objets chinois pour l'essentiel, peut-être un japonais, je ne sais pas si on le voit ici, présentés en même temps.
quelques images, heureusement, pour montrer ce que le Japon, comment le Japon a pu être présenté, avec essentiellement donc de la céramique. Voilà deux œuvres, dont une, celle de gauche, qui vient de la collection de Madame de Rothschild. On ne sait pas quelle Madame de Rothschild. Il est probable que ça puisse être Adèle Anna, la baronne Salomon, qui avait de très nombreuses céramiques japonaises dans sa collection et qui nous a enrichi les collections par le legs en 1922. Donc voilà deux céramiques présentées. Voilà également, mélangé à deux éléments chinois, au milieu, une céramique prêtée par Paul Gano sur son socle. Ce qu'on aime, c'est évidemment encore le goût. On est encore dans le goût de ces céramiques d'exportation et pas encore dans ce goût pour ces grès dont Basile Valtou vient de nous parler, plus proche du goût wabi-sabi, évidemment. Alors, la deuxième grande exposition qui a appuie et affirme le goût et l'intérêt de l'Union centrale pour ces objets orientaux et particulièrement japonais. C'est le musée oriental organisé en 1869, donc toujours au Palais de l'Industrie puisque le musée n'est pas encore créé. Il est pour l'instant une bibliothèque. L'association se limite à une bibliothèque. Alors voilà, au fond, je ne sais pas si on arrive à... Ah, merci. Au fond, l'entrée... C'est dans l'autre sens, voilà. J'essaye de faire vite et du coup c'est... Voilà, le musée oriental est ici. Vous avez à l'entrée un cloisonné chinois qui marquait l'entrée, mais je vais vous montrer bien sûr des objets japonais qui s'y trouvaient. Là encore, grâce aux archives, alors il est évident que l'intérêt pour les bronzes, les plus techniquement complexes, ou au contraire les formes empruntées à l'Antiquité, et parfois même empruntées à la Chine, ont la part belle dans cette exposition. Voilà quelques bronzes aussi, dont d'ailleurs je pense que ça pourra faire un lien avec ce que Michel Mokuer nous dira des bronzes que Cernuschi va rapporter du Japon. Il va exposer. Voilà aussi à gauche l'un de ces bronzes extrêmement complexes qu'on aimait particulièrement, avec évidemment des dragons en haut relief qui viennent, ou des vagues qui viennent animer la surface des objets. Ce qui caractérise les commentaires sont toujours les commentaires sur la technique, le fait que la ciselure, le fait que la fonte soit remarquable, et surtout en général comparé au talent de ce que les Européens connaissent et apprécient depuis toujours, c'est-à-dire les bronzes antiques européens ou de la Renaissance. La céramique aussi fait partie des pièces qui sont les plus fréquentes, en tout cas, si l'on en croit les images qui nous sont parvenues avec ces petits magots, les productions modernes japonaises et notamment, ce qui n'est pas le cas ici, souvent des œuvres de la provenance bien sûr des fours de Satsuma, qui sont très très appréciées et qui sont partout. Les compositions qu'on peut en faire pour les présenter sont ici visibles à travers ces deux images, où vous voyez aussi qu'on met en scène parfois en rajoutant les objets dans des endroits qui ne sont pas forcément tout à fait ceux destinés à l'origine, mais qu'on trouve élégants en France, et surtout avec aussi les bronzes encore ici, avec sur un fond de paravent qu'on imagine ici et un fond de textile, mais c'est Shanti Devi c'est Aude qui nous parlera plutôt des textiles tout à l'heure. Alors, je vais laisser en 2 minutes la parole à Ernest Chénon, qui fait une conférence faite à l'Union centrale des arts décoratifs, des arts appliqués à l'industrie, le vendredi 19 février 1869 sur l'art japonais. Or, c'est précisément avec ces formes que vous avez à lutter chaque jour. Il s'adresse à l'auditoire, éventuellement surtout constitué d'artistes et d'artisans. Votre rôle est donc de les vivifier. Et si j'ose aller jusqu'au bout de ma pensée, votre supériorité sera de les dissimuler, de les altérer le plus possible pour le regard, tout en respectant leurs principes pratiques. L'art japonais vous offrira d'innombrables exemples de ce que peut le génie esthétique en ce sens. Maintenant, messieurs, arrêtons au second des 3 caractères essentiels que nous avons attribués à l'art japonais. Je dis que l'art japonais se présente dans ses moindres manifestations, avec toutes les beautés de ce qu'on appelle le style.
Ce rare mérite tient uniquement à la merveilleuse harmonie que les artistes savent établir, premièrement, entre la forme et la destination de l'objet, et on voit qu'on est réellement dans la préoccupation, bien sûr, de la fabrication de l'objet et du renouvellement de l'objet et de la fonction et de l'esthétique de l'objet dont l'Union centrale se préoccupe, entre la forme entre la forme constitutive et le décor superficiel de l'objet, et troisièmement, entre la forme et la matière. Ces trois éléments absolus du style en matière de fabrication et d'art industriel, il résulte que tout objet sorti des mains d'un artiste japonais, premièrement, indique immédiatement sa destination. Deuxièmement, ajoute au caractère extérieur par le décor, chargé tantôt d'accentuer, tantôt de corriger ce caractère. Et troisièmement, met scrupuleusement en lumière toutes les propriétés de la substance ou matière employée. J'ai le regret de ne pouvoir placer sous vos yeux quelques-uns des meubles ingénieux et charmants où le caprice, si riche qu'il soit, respecte cependant la convenance et la destination du meuble. Voilà donc pourquoi l'art japonais, en tout cas, je pense que Ernest Chesneau résume bien les préoccupations que l'on peut avoir à cette époque de 89 encore, et la manière dont on considère cet art japonais de manière assez globale, vous voyez, pour l'instant, intérêt pour la forme, intérêt pour le décor et surtout intérêt pour ses matières et ses techniques. Ces techniques, on va les retrouver également dans les expositions universelles que viennent d'être évoquées précédemment, et je ne manque pas bien sûr de vous montrer deux objets, entre autres, que nous avons dans nos collections, qui ont été achetés à la Commission impériale japonaise, donc à la suite de cette exposition universelle de 1878. Tout d'abord, ces fameux panneaux de laque qui montrent les différentes techniques de la laque japonaise, dont je vous montre un exemple. Et enfin, cet écran composé et décoré de 16 plaques métalliques, mais magnifiquement ornées grâce à différentes techniques de dorure, d'émaux, d'argenture, et sur lequel travaille en ce moment notre collègue Benoît Gène, puisqu'on est en train d'essayer de reconstituer le cadre qui a disparu, le support de l'écran qui a disparu, et qui va faire, j'espère, l'objet d'une restauration bientôt, notamment pour l'exposition dans 2 ans, puisque c'est comme ça que c'est. Mais on pourra en parler peut-être plus librement demain après-midi. Le musée des arts décoratifs va également, dès les années 80, donc on a un peu un grand trou entre 69 et 83, va soutenir les peintres japonais, avec les expositions du Salon annuel des peintres japonais, organisé d'abord en 1883, puis lors d'une deuxième session en 1884. Le musée des arts décoratifs inaugurera vendredi prochain, 15 juin, sous le titre de Salon des artistes japonais, une exposition nouvelle qui offrira un très grand intérêt. Les peintres japonais ont formé récemment une association qui a pour but de maintenir les traditions de l'art national. Les membres de cette société, qui viennent aujourd'hui solliciter pour leurs œuvres la consécration de leurs ouvrages, la consécration des suffrages européens. Donc l'Union centrale décide de soutenir cette initiative et donc d'en être le lieu de priorité. Excusez-moi. C'est donc cette exposition qui va avoir lieu, et ensuite le président de l'association va remercier à la suite de l'exposition, et qui expliquera donc qu'un deuxième salon se tiendra en 84. Ensuite, nous avons perdu la trace de ces... J'ai l'honneur, Monsieur le Président, c'est une traduction pour ceux qui ne peuvent pas la lire, dont moi. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous écrire au sujet de l'exposition des peintres japonais au Palais de l'Industrie à Paris. Monsieur Wakai, nous le retrouvons, membre de notre société, m'avait déjà écrit de Paris et m'a répété le retour de l'accueil sympathique dont il a été l'objet de votre part et toutes les facilités que vous avez bien voulu lui accorder.
Et bien sûr, la lettre poursuit en espérant qu'une deuxième session pourra avoir lieu avec un choix plus large, puisque là, nous avons été forcés, par le temps très court d'organisation, de borner notre choix à quelques dizaines d'artistes de Tokyo et de Kyoto, mais encore de leur accorder que 2 semaines. Je fais les vœux pour maintenir et développer de bonnes relations qui viendront s'établir entre nos sociétés. Il semblerait que ça n'ait eu lieu que 2 fois. Je fais une petite incursion dans une exposition qui n'avait pas de titre de japonais et qui pourtant a montré là encore la nécessité, ou en tout cas les organisateurs de l'Union centrale ont souhaité à nouveau réinstaller la Chine et le Japon à l'intérieur de cette exposition des arts de la femme au Palais de l'Industrie. Et vous voyez que dans ces arts de la femme, vous avez ici une salle consacrée à la Chine et au Japon, dont je vais vous montrer une image, sans laisser trop, sans prendre trop la parole à ce que Aude va vous dire demain. Mais voilà la description du guide. Les arts de la femme en Chine et au Japon. La salle 19 est consacrée surtout à la Chine et au Japon. Il suffira de dire, sans donner ici l'énumération exacte des vitrines qui la garnissent, qu'elle renferme les collections de messieurs Bing, Gillot, Gaïda, Bruno et Vapro. Et il faut le dire, toute cette présentation que vous voyez soit en vêtements complets installés dans les grandes vitrines, soit au contraire au mur avec de très nombreux échantillons, soit encadrés et mis dans des sortes de planches, et là il s'agit peut-être des planches de la collection Marteau, ou au contraire de près d'échantillons qui sont faits en effet par tout ce que Paris compte de collectionneurs du Japon, bien évidemment les noms que je viens de vous donner, mais d'autres, qui organisent à ce moment-là leurs échantillons en petits tableaux. Et il a toute cette exposition explique également pourquoi aujourd'hui encore nous avons réussi à garder, notamment grâce à Charles Vapro, une collection de tissus japonais extrêmement importante. Et puis, même si c'est un peu hors champ, je vous recite aussi, on y remarque une coiffure de cérémonie de femme chinoise, coiffure qui a été confectionnée au moyen de plumes de Martin Pêcheur. Les murs de cette salle sont tentus de kakemono et de paravents brodés ou peints. Et bien sûr, juste parce que, petit retour, c'est chinois, je sais, mais peut-être il s'agit de cette coiffure de dame chinoise que nous avons aujourd'hui encore dans nos collections et qui est publiée dans l'ouvrage qui vient de sortir sur les Rothschild collectionneurs et mécènes. Petite incursion à cette somme qui vient de paraître. Donc, vous voyez que l'Union centrale ne manque jamais d'exposer, alors que le musée n'est pas encore créé, ne manque jamais d'exposer, autant que faire se peut, l'art japonais dès qu'un sujet s'y prête. En 1905, et je vais surtout avancer sur ces expositions, en 1905, le musée ouvre enfin dans l'aile du pavillon Marsan, du Louvre, avec la grandeur à laquelle il aspire depuis si longtemps. Les collections chinoises et japonaises font également partie du programme. Dans la salle 121, alors voilà une vue générale via l'illustration. Vous retrouverez certaines de ces illustrations d'ailleurs dans le remarquable travail qu'a fait Sébastien Kéké sur les 150 ans de l'histoire de l'Union centrale des arts décoratifs. Sur le site internet, dans la rubrique Qui sommes-nous, tout à fait en bas de la page, vous trouvez les arts décoratifs depuis 1864. Je vous renvoie vers ces pages remarquablement illustrée et écrite. Dans le grand rez-de-chaussée, vous retrouvez notre plan actuel. L'entrée. Alors vous êtes rentré tout à l'heure par ici, en bas. Oui, par là, exactement. Nous sommes au sous-sol, mais sur les côtés, donc au-dessus de la salle de lecture de la salle de lecture de la bibliothèque actuelle, donc dans ce qui est aujourd'hui l'exposition Bauhaus, vous avez dans la salle numéro 121, la salle consacrée au Japon. Et je vous lis la description.
Au mur, grand paravent de lac, dit de Coromandel. C'est là où on voit quand même que c'est consacré au Japon, mais qu'on mélange quand même un peu les objets chinois. Broderie japonaise, panneau brodé au XIIe siècle, figurant le déva Mitten tenant dans sa main le disque du soleil qu'il personnifie. C'est un don de Hayashi. Paravent en soie chamois, brodé de touffes de fleurs, 19e siècle. Nous avons eu la chance de retrouver ce paravent grâce à un récollement des boiseries que ma collègue Anne Forêt-Carlier, je la remercie ici, a réussi à donc retrouver. Tapis de soie chinoise, mais enfin, estampes japonaises du XVIIIe siècle et dons de Weber, Coquelin et Rouard. Tapis d'Orient, dont l'acier. Les vitrines A et D, étoffes japonaises du XVe au XVIIIe siècle, velours figurant des éléphants stylisés, soirées à papillons, éventails, etc. et vanneries. Et ce sont surtout ces vanneries aussi qui font aujourd'hui la richesse de la collection japonaise. J'espère que nous aurons la possibilité de pouvoir les faire restaurer d'ici 2 ans. Dans la vitrine B, bien sûr, au centre des préoccupations, la porcelaine du Japon, plat de Kutani, 18e siècle, dont Hayashi. Assiette de Nabeshima, 18e siècle, bronze de la Chine et du Japon. Je pense que grâce à l'intervention de Christine Shimizu demain, nous aurons bien sûr beaucoup plus de détails sur cet intérêt de la céramique japonaise. Et enfin, vitrine E, et c'est intéressant, grès japonais de divers fabriques, vase à eau, bol, pot à thé, chairé, vase à fleurs, statuette de Madame Coren, don de Hayashi. Énormément de ces objets dont Olivier Gabet vous a parlé tout à l'heure, qui sont en partie présentés. J'ai évidemment profité de cette belle occasion qui m'était offerte dans l'exposition Bauhaus pour montrer l'influence de cet art japonais et art asiatique, mais surtout japonais, sur les artistes du Bauhaus. Nous avons sorti, et je vous invite à aller les voir pendant ces 2 journées, des grès qui font effectivement partie des collections du Musée des Arts Décoratifs, avant même l'ouverture en 1905, grâce au don de Hayashi, de Mettmann, de Coquelin, qui se sont à plusieurs ont fait en sorte de faire que le Musée des Arts Décoratifs aujourd'hui conserve l'une des plus exceptionnelles collections de grès de la cérémonie, enfin liées à la cérémonie du thé. Ces fameux pots tant dénigrés dans les expositions précédentes. Et bien sûr, les vitrines F et G, peignent et gardes de sabre. J'avance, excusez-moi. Il est important aussi de dire que le Musée des Arts Décoratifs a développé un atelier de photographie, de reproduction des photographies, et vend ces photos. Et dans les albums, dans ces portefeuilles du musée, un album complet est dédié à la céramique de la Chine et du Japon dès la fin des années, dès le début des années 1890, avec des œuvres japonaises qui font encore partie des collections aujourd'hui. J'ai choisi exprès une œuvre que vous pouvez voir facilement, qui se trouve aujourd'hui conservée et présentée dans la galerie 19e, dans la salle Grasset. Et puis nous avons sorti ce plat de Nabeshima que vous aurez le plaisir de voir demain, qui est qualifié de 18e à l'époque. Je crois qu'il est plutôt 19e aujourd'hui, mais si Christine Shimizu nous fait le plaisir d'être là demain après-midi, peut-être que nous pourrons le regarder. Je crois d'ailleurs que la datation du 19e est due à ton passage un jour dans les réserves. Vous montrez, à partir de l'ouverture de 1905, l'accélération incroyable, et je crois que cette liste qui paraît un peu austère, mais qui est exhaustive, un peu austère comme ça, sous vos yeux, vous montre bien le souhait et l'importance de l'art japonais. L'Union centrale met au cœur de ses préoccupations l'art japonais. Il organise 14 expositions en 8 ans. C'est absolument colossal. Effectivement, alors tout ça vous le retrouvez sur le site internet, dans les archives. Vous avez tout ça est tout à fait accessible, mais je pourrais vous le redonner. Et donc les tissus japonais dont va nous reparler Aude Chauffourier en fin d'après-midi. Juste après moi, les 6 expositions d'estampes japonaises qui sont organisées par Raymond Coquelin. Et je vais laisser la parole tout de suite à Shanti Devi qui va donc en parler de manière beaucoup plus importante. Les gardes de sabre, les inros et garnitures de sabre, les laques japonaises et les masques japonais. Tout cela fait qu'aujourd'hui, nous avons donc cette collection incroyable et qui surtout montre que
outre l'intérêt que l'Union centrale a et l'intérêt que ces collectionneurs qui forment la vie de l'Union centrale ont pour l'art japonais, c'est aussi grâce à eux que la collection telle qu'elle est aujourd'hui, quasiment, à 80% en tout cas, elle est constituée jusqu'en 1914. Alors très rapidement, quelques images, je ne reviens pas, mais c'est l'exposition temporaire des tissus japonais anciens en 1907, Aude en parlera plus longuement tout à l'heure, avec quelques détails ici. Autrement, l'exposition, bien sûr, des dons de Jules Massier au Musée de France montre également la céramique japonaise avec quelques objets japonais que nous avons encore aujourd'hui, bien sûr, qui sont ici, mais que j'essaie de vous distinguer en étant un peu de travers, avec cette pièce incroyable de Harita. Oui, alors de travers, c'est tout de suite beaucoup moins facile. Cet objet de l'exportation, et puis cette tête en porcelaine aussi japonaise qui est tout à fait inouïe, on dirait presque une tête presque grandeur nature. Donc voilà le domassier. Les gardes de sabre japonaises, alors là je reprends mes petites feuilles, pardon. Qu'est-ce qui fascine? La ciselure japonaise, je lis le catalogue, la ciselure japonaise se recommande tout à la fois par l'originalité de l'inspiration et par l'habileté merveilleuse de l'exécution. La constatation des rapports intimes qui unissent à la sculpture et surtout à la peinture augmente encore l'intérêt de son étude pour l'amateur d'art. Donc on voit que cet intérêt est très grand, une fois de plus pour la technique. Dans cette exposition, c'est la conclusion donc, du comte Georges de Tressan qui rédige le catalogue. Dans cette exposition, nous sommes proposés pour but de matérialiser l'histoire de la Tsuba par des séries extraites des grandes collections parisiennes. Une fois de plus, les collectionneurs viennent en renfort et de l'Union centrale dont à laquelle ils participent à la vie, j'allais dire, quotidienne. Faute de place, nous n'avons pu présenter celle-ci dans leur ensemble, mais seulement en extraire la quintessence. Ce qu'il semble essentiellement caractériser les collectionneurs français, c'est qu'ils se sont surtout placés au point de vue esthétique, rechercher le beau dans toutes ses manifestations et rejetant le médiocre, même s'il présente quelque intérêt historique. Certains ont d'ailleurs composé des séries chronologiques complètes en choisissant dans chaque époque ce qu'elle a produit de plus caractéristique et de meilleur. Et les collections qui évidemment participent à cette exposition sont celles de Monsieur Gons, Weber, le Dr Men par exemple, mais vous avez les noms face à vous, Marcel Guérin, Raphaël Corin, Rebelle bien sûr, Rivière, Rouard, le comte de Tressan, Henri Weber et bien sûr Vignier le Marchand. En 1911, vous le voyez, et grâce à cette invitation, 4 expositions sont organisées en parallèle, les panneaux décoratifs, les estampes japonaises, Inro et garniture de sabre et la fameuse exposition de la société Shinbi Shoin, dont vous parlera peut-être Shanti Devi. Voilà l'invitation. Voilà, alors, pour les pour les Inro, toujours le comte de Tressan qui organise cette exposition. Voilà dans son courrier la liste des prêteurs. Donc vous retrouvez les noms de Marteau, du Dr Men, de Henri Weber, Henri Rivière, Madame Gillot, bien sûr Coquelin, j'en oublie parce que vous les avez sous les yeux. Pendant ce temps-là, je vous lis du 21 décembre 1910 la petite lettre que le comte de Tressan adresse à l'Union centrale pour préparer l'organisation de cette exposition qui ouvre en janvier. Ce ne sera pas trop de 12 vitrines du musée, plus ce que le Louvre nous prêtera, m'a dit M. Coquelin. Il y a en effet de nombreuses et belles collections d'Inro à Paris et nous aurons tous nos gratins. Pardon. Et donc, on voit bien que l'Union centrale fait partie des lieux indispensables, où d'ailleurs, la plupart des gens, très rapidement, je n'ai plus le temps de vous lire, puisqu'il faut absolument que je laisse la parole à ma successrice,
de nombreux prêteurs écrivent, et les archives en sont pleins, de petits mots en disant « J'ai appris que si vous deviez faire une exposition sur tel sujet, eh bien sûr, ma collection est à votre disposition. » L'ensemble des collectionneurs parisiens se pressent pour faire que leur collection soit, bien sûr, présentée parmi les chefs-d'œuvre. Les lacs japonais, ça sera la dernière exposition en dehors des estampes. En 1912, l'art des lacs est en effet l'expression parfaite du goût japonais. On y retrouve la distinction sobre et élégante par laquelle celui-ci se caractérise essentiellement. C'est ainsi que, loin d'être moins goûtés que les somptueux lacs d'or longtemps seuls connus de l'Europe, les travaux de lacs noirs, en apparence plus simples, ont été très souvent préférés par les amateurs raffinés du Nippon. Et là, on voit bien aussi que donc c'est le goût japonais, cette fois, qui est considéré, avec des prêts faits par Bing, bien sûr, toujours, Monsieur Cosson, qui est un des grands donateurs de notre institution, bien sûr Madame Gillot, on retrouve Coquelin, on retrouve encore Hugues Kraft, Madame Langveil, bien sûr Georges Marteau, Portier, Henri Rivière, Weber et Vignier à nouveau pour faire de cette nouvelle exposition encore un moment important de l'histoire de l'institution. Avant de laisser la parole à Shanti Devi, je crois qu'on peut surtout remarquer que cette très grande accélération entre 1906 et 1914 va trouver une fin triste avec la Première Guerre mondiale. Tout va s'arrêter évidemment à partir après 14 et au retour d'activités plus sereines en 1918, eh bien il y a deux autres institutions qui ont pris le relais, les deux institutions parisiennes de Cernuschi et de Guimet, qui vont prendre le flambeau de cet art japonais et qui fera que quasiment plus d'expositions ne sont organisées jusque dans les années 70, comme l'a rappelé tout à l'heure Olivier Gabet. Il a fallu la personnalité et le goût particulier de l'un des conservateurs de cette maison, Yvonne Brunamer, qui a terminé directrice de cette institution et qui a réalisé ce très joli petit ouvrage et très passionnant ouvrage surtout de Le beau dans l'utile pour effectivement réveiller ces arts japonais. Dans les années 70, avec une exposition incroyable qui s'appelait Numa, l'espace japonais, puis qui a probablement été le moment de révélation pour moi de cette exposition. J'étais encore assez petite, mais et qui a relancé le goût japonais, qui a aussi relancé le goût pour les katagami que nous sommes en train de numériser, comme l'a dit tout à l'heure Olivier. Grâce à la présence d'Olivier Gabet, et je ne lui dis pas ça pour lui faire plaisir, il le sait, nous avons la chance de ressortir ces collections et nous attendons avec beaucoup de plaisir l'exposition de 2018. Peut-être que quand même certaines œuvres iront se promener sur la colline de Chaillot, puisque nous avons commencé à travailler avec Michel Mocuer sur l'exposition qui aura lieu à Guimet à ce moment-là, sur Meiji, et donc certaines œuvres, nous aurons au contraire le grand plaisir de les prêter pour qu'elles regrimpent cette colline. Voilà. Merci de votre patience. Excusez-moi de cette rapidité et j'oublie de vous dire plein de choses, mais je laisse la parole aux autres et nous pourrons continuer cette conversation demain après-midi. Je laisse la parole à Shanti Devi et je vous remercie.